Bonjour, donc on se retrouve pour un nouveau cours, hein, donc, qui est donc toujours dans la transmission de l'information et des données. Et donc on va aborder le cours sur le bus de terrain appelé le bus CAN. Donc une petite présentation, hein, on y voit une voiture, donc on vous explique que dans les années 90 environ, eh ben, il y a Bosch qui a décidé donc de développer dans l'automobile avec la montée en puissance de l'électronique embarquée, et ben, ce type de bus. Et en 2008, donc elle a travaillé sur le développement d'un bus qui correspond donc à la mise en place à l'intérieur d'une voiture, hein, d'un nombre considérable de microcontrôleurs. Donc on dit par exemple qu'en 2008, 50 microcontrôleurs faisaient partie d'une voiture habituellement, et éviter donc de mettre 2 km de câble pour les plus grosses voitures, donc un poids de 100 kg de cuivre, connaissant le prix des matériaux et surtout du cuivre. Ils ont donc défini un bus qui communique en série donc dans la voiture. Alors ce bus, lui donc se promène partout dans la voiture, hein. On vous dit que il y a 3 bus en fait qui se promènent dans la voiture, 3 bus différents en fonction de l'importance des informations qui vont circuler dessus. Il y a un bus dit très rapide pour gérer la sécurité, donc qui va s'affecter au freinage à l'ABS, à la détection des chocs, donc pour les airbags, etc., etc. Donc ça c'est le bus de sécurité qui est très rapide. Un bus de moyenne vitesse, lui, qui va gérer toutes les commandes du moteur, les capteurs, les retours, capteurs de tout ce qui se trouve dans le moteur, pour gérer toute l'injection, tout ce qui va autour du moteur. Et puis un dernier bus, lui qui est beaucoup plus lent, qui est un bus accessoire, et qui lui va gérer tout ce qui est la partie lampe, boutons, les moteurs d'avertissement, les moteurs par exemple de rétroviseur, tout ce qui est du confort au niveau de la voiture. Ensuite, il existe 2 types de bus différents dans les débits. Il y en a un qu'on va appeler le low speed et un qu'on va appeler le high speed, excusez-moi, et qui est décliné en 2 standards, qui sont un standard 2.0A ou 2.0B, en fonction du nombre d'identifiants sur le bus, qui sont soit 11 ou 29, on en parlera un peu plus loin quand on va essayer de s'intéresser donc à la trame du bus CAN. Les domaines d'utilisation, comme je vous disais, le domaine le plus important à la base était l'automobile, puisqu'il a été développé pour eux, et puis il s'est répandu un peu partout. On peut en trouver sur les véhicules industriels type grue, sur tout ce qui est les bateaux matériels agricoles, avions, les machines de production industrielle, l'automatisme, et puis la domotique, et donc dans la maison on peut aussi trouver du bus CAN. Donc c'est des domaines d'utilisation assez conséquents. Le principe de fonctionnement et la construction physique de ce bus. Donc le bus, il est constitué, on vous dit, de 2 paires, hein, 2 paires de fils, 2 fils, un rouge, un noir, qui vont permettre de transmettre, qui s'appelle CAN 0 volt, CAN plus V, qui vont permettre de transmettre à tous les dispositifs l'alimentation, et puis 2 signaux, une paire de 2 signaux CAN height et CAN low, qui vont eux transporter le signal qui s'appelle CAN, les données sous forme différentielle. On vous dit donc que c'est des paires en différentiel. On va expliquer juste après ce qu'est le différentiel. Alors, si on voit comment c'est câblé, hein, sur la voiture, par exemple, on prend l'exemple de la voiture, je reviens sur ma voiture, ici, passe partout 2 paires de fils. Sur ces 2 paires de fils, on alimente à travers les 2 fils du bas, les stations qui vont recevoir. Imaginons qu'on est dans la partie qui correspond au moteur de rétroviseur, donc on alimente à travers le 12 volts et le 0 volt le dispositif, et puis les données vont arriver à travers 2 fils qui s'appellent CAN H et CAN low, donc CAN haut et CAN bas, pour donner les données au mode différentiel à chaque station qui va être sur le bus. Alors, pour récupérer le signal qui s'appelle VCAN, qui correspond grossièrement aux informations qu'on transmet, il suffit de faire la différence entre le signal CAN H moins CAN low. Et si on regarde bien, ce qu'on peut en déduire, c'est que le signal, ça c'est très important pour vous par la suite si vous devez décoder des trames, que le signal logique CAN, donc les informations qui transitent, sont équivalentes au niveau logique de CAN low, de la partie du bus CAN à l'état bas. Alors, une fois qu'on est sur ce bus, on a dit qu'il y avait plein de choses qui peuvent communiquer, donc plein de microcontrôleurs, et de plus en plus, au niveau de ces fils, on peut imaginer que si tout le monde commence à parler sur les 2 fils,
C'est comme si on était en cours et que tout le monde commence à discuter ensemble, et ben impensable, c'est pas possible. Donc on a dû effectuer un dispositif qui parle de la mise en place d'un arbitrage, donc qui va permettre de savoir qui doit qui peut prendre la parole sur le bus, à quel moment, et si plusieurs personnes prenaient la parole en même temps, quel est celui qui peut la garder en fait. Donc on vous dit qu'il y a ce qu'on appelle un arbitrage de bus. Chaque station émet donc le premier bit quand la trame va commencer, elle va émettre le premier bit de son identifiant, ou de son identificateur sur le réseau, et puis relire ce qui se passe. Si le bus a gardé la même valeur que ce qu'elle a mis elle, c'est-à-dire que, imaginons elle envoie un 0, elle relit, il y a toujours 0. Elle dit que c'est bien, pas de problème. Si par contre elle n'a pas le même niveau, c'est ce qu'on vous dit, eh bien, ça veut dire qu'elle a perdu. Quelqu'un a pris la parole à sa place. Et puis elle va avancer comme ça, en mettant le deuxième bit, le troisième bit, etc., jusqu'à la fin de l'identificateur. Si elle arrive à la fin de l'identificateur, et qu'elle a toujours le même état sur le bus que celui qu'elle impose elle, eh ben, elle a gagné la communication. C'est donc elle qui est en communication sur le bus, les autres stations sont des récepteurs, elle devient le transmetteur d'informations. Et ben, on vous explique, hein, en cas de conflit, c'est-à-dire d'émissions simultanées, deux personnes veulent dialoguer en même temps, la valeur 0, donc le 0 sur le bus, est quelqu'un qui est dominant. Elle écrase les valeurs 1 qui sont des valeurs dites récessives, qui vont disparaître. Alors, lorsque l'arbitrage bit à bit, lors de l'arbitrage bit à bit, dès qu'une station émettrice se trouve en état récessif, et détecte un état dominant, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui aurait mis un 0, elle perd la communication et arrête d'émettre. Tous les perdants deviennent automatiquement des récepteurs de messages et ne peuvent à nouveau pas, ils doivent libérer le bus. Donc les numéros d'identificateur permettent donc de définir la priorité d'une station. Prenons un exemple. Nous avons 3 stations connectées. Imaginons nos 3 stations ici. Elles sont connectées sur le bus. La transmission commence. Ils décident de dialoguer tous les 3 en même temps. Ils prennent la parole en même temps. Ils envoient donc le bit de départ qui s'appelle, comme dans toutes les trames, il faut dire qu'on va commencer à dialoguer, qui s'appelle le start of ram, début de trame, qui est un 0 logique. Et puis ils envoient au fur et à mesure les bits de leur identificateur. On remarque que pour le bit 10 et 9, tous envoient des 1, donc pas de souci. Pour le bit 8 et 7, ils envoient tous des 0, toujours pas de souci. Pour le bit 6, ils envoient tous des 1, pas de souci. Par contre, en arrivant au bit 5, on remarque que l'une des 3 stations émet un 1 et les 2 autres envoient des 0. Cette station numéro 2, qui elle vient d'émettre, relie le signal du bus et remarque que sur le signal du bus, eh ben, le 0 qui est en l'état dominant est resté, puisque 2 autres stations ont mis des 0. Donc elle se dit tout de suite, eh ben, j'ai perdu la communication. Je ne suis plus un émetteur, maintenant je dois écouter ce qu'on va dire, parce que je vais pouvoir peut-être avoir des messages qui vont m'arriver. Et ainsi de suite, on continue. 2 stations sont encore en mode d'émission, en même temps, donc elles envoient tous les deux sur le bit 4 et 3 des 1. Au bit 2, apparaît sur la station numéro 3 un 0, qui est le dominant. La station numéro 1 voit qu'elle vient de perdre la communication. La station numéro 3 continue à émettre ses bits d'identificateur pour arriver à la fin, et ensuite émettre ses données, émettre tout ce qui va se passer. Donc on voit bien que la station possédant la station 3 a pris la main donc, sur la communication, est devenue l'émettrice, et les stations 1 et 2 ont lâché la main, ont perdu la communication, et sont devenues des réceptrices, des stations réceptrices. Alors ce qu'on peut mettre, on pourrait donner les identificateurs. Si on donne les identificateurs de la station 1, on remarque que l'identificateur de la station 1 donc, correspond en binaire, à vous de noter 1, 1, 0, 0, 1, 0, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 1, donc qui sont là. La station numéro 2, elle, c'est 1, 1, 0, 0 et tout des 1 jusqu'à la fin. Et la station numéro 3, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 à la fin, donc pour la station numéro 3. Au niveau des ordres de priorité, on remarque que la priorité la plus importante, c'est la station 3 qui l'a. Ensuite apparaît la station numéro... on a dit que la première qui avait perdu, c'était la station numéro... Alors la moins prioritaire est la station numéro 2, et la station
Numéro 1, elle est la station la plus non, attendez que je ne raconte pas de bêtises, on a dit la 3 est la plus prioritaire, la station numéro 2 est la moins prioritaire, et la station numéro 1 est une priorité moyenne, là on va dire, donc est en deuxième place. Alors comment on détecte la priorité? Eh bien on voit bien que c'est les zéros qui apparaissent dans la partie, comment dire, les zéros ici, on voit bien que ce zéro-là donne la priorité entre cette station-là et cette station-là, vous êtes bien d'accord. Et que ici, c'est ce zéro-là qui donne la priorité entre cette station-là et cette station-là. Ça, c'était donc au niveau de la prise de parole sur le bus simultané et l'arbitrage mis en place pour savoir quelle station va pouvoir continuer à émettre. Donc, je rappelle les termes, hein. Bit dominant 0, c'est-à-dire que les zéros sont prioritaires sur les 1, qui sont les bits récessifs. Alors, au niveau des signaux qui sont transmis, en fonction de la vitesse de communication sur le bus, les deux signaux CAN low, donc CAN bas et CAN height, ont des formes un petit peu différentes, enfin des formes qui se ressemblent, mais des niveaux de tension qui sont un peu différents. On remarque que si on est à basse vitesse, donc qu'on utilise un bus CAN à basse vitesse, donc à faible vitesse, le niveau de CAN low le plus important se trouve à 4 volts, et celui de CAN height se trouve donc lui à 1 volt, et que on a des grandeurs qui permettent de passer, c'est-à-dire pour passer d'un état bas à un état haut sur CAN height ou CAN low, on voit qu'on a une tension qui est d'environ, là pour passer de l'un à l'autre, on passe de 1 à 3,25, donc on a 2,25, et là aussi environ 2,25, vous êtes bien d'accord, et que cette fois-ci, si on se trouve sur un bus de vitesse beaucoup plus importante, donc le CAN high speed qui est de 1 mégabit par seconde au maximum, la différence pour passer d'un état bas à un état haut, elle, et cette fois-ci, est de 1 volt. Et on remarque que donc cette valeur d'écart entre les deux va permettre d'aller plus ou moins vite. C'est-à-dire que pour passer d'une valeur à l'autre, la montée du signal, le temps de montée, on appelle ça le temps de montée ou le temps de descente du signal qui se trouve ici, va permettre d'aller plus ou moins vite. On remarque qu'en diminuant donc l'écart entre les deux niveaux logiques, on permet d'avoir des signaux qui vont beaucoup plus vite sur le bus. Donc un petit tableau récapitulatif qui vous rappelle un peu tout ce qui a été donné là, hein, les différences de tension, etc., les constitutions du câble, et puis on vous explique ensuite que la transmission différentielle sur le bus, alors transmission différentielle assure l'immunité électromagnétique, car les deux lignes du bus sont affectées de la même manière par un signal perturbé, c'est-à-dire que s'il y apparaissait sur un de ces deux signaux un parasite, puisqu'ils sont un parasite électromagnétique, c'est-à-dire un moteur qui démarre, je sais pas, des interférences électromagnétiques extérieures qui viennent perturber les signaux, cette perturbation apparaîtrait sur les deux signaux en même temps puisqu'ils sont dans le même cas. Et si ils apparaissent sur les deux, vu qu'on a un signal différentiel pour retrouver la donnée transmise exacte, on va faire la différence, on l'a dit tout à l'heure, CAN height moins CAN low, donc les deux parasites qui apparaîtraient, un parasite arrive là et un parasite arrive là, il a la même forme puisque c'est le même parasite, la différence des deux élimine le parasite. Le fait de transmettre donc en différentiel élimine le parasite, ou ce qu'on appelle la perturbation. Et on vous dit donc la distance de communication dépend aussi de la vitesse de transition sur le bus de données. On peut l'observer sur la courbe qui est donnée donc ci-dessous. On remarque bien que si on utilise une vitesse de transmission très rapide de l'ordre du mégabit par seconde, donc là qui est ici, là, on ne pourra pas aller à plus que 30 mètres de longueur, et que la durée d'un bit est d'environ 1 microseconde, et que par contre, plus on va baisser en vitesse, et plus on va pouvoir aller à des distances importantes, et on remarque que, par exemple, si on utilisait une vitesse de transmission sur le bus CAN qui est très faible, hein, qui est encore plus faible que le CAN low qu'on a vu tout à l'heure, qui est 10 mégabits par seconde, on irait à 5 km. Par contre, si on prend la distance pour le CAN low qui est ici, on arriverait à des communications allant jusqu'à environ 500 mètres. Un petit exercice, on a piégé donc dans un oscilloscope les deux signaux, on les voit apparaître, hein, là, deux signaux, un signal bleu qui est le CAN height, un signal rouge qui est le CAN low. Première question qu'on se pose, on se dit déterminer le type de bus CAN utilisé à cet endroit ici. Si on regarde bien la forme du signal, on regarde les valeurs de tension, on a 1,5 volts entre le niveau bas et le niveau haut à peu près. La tension est aux alentours de 2,5 volts par rapport au 0, donc si on se réfère,
eh ben, on est environ dans ce signal qui est ici, donc on est certainement sur quelque chose qui est un CAN high speed, donc c'est le type high speed. Ce signal est du CAN high speed. On vous dit tracer le signal CAN, on ne va pas s'y intéresser tout de suite, on verra ça dans les TD. Déterminer le débit binaire de cette liaison, à quelle vitesse communique, donc le débit binaire qu'on a, donc le débit en kilobits ou en mégabits par seconde ici. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'au début, à cet endroit-là, on a forcément un bit de start of tram qui apparaît. Ce bit de start of tram, on le trouve ici à peu près. Voilà, il est là, vous le voyez. Ça a duré un carreau, là, on peut imaginer, ce qui est marqué ici, c'est que le temps d'un carreau est d'environ 50 microsecondes, vous êtes bien d'accord? Si je regarde le bit et que je mesurais exactement avec une règle, eh ben, je trouverai que c'est environ 1/10 d'un carreau. Donc le dixième du carreau faisant 5 microsecondes. Si je fais le calcul de 5 microsecondes, eh ben, je me trouve à des vitesses très proches de 250, un tout petit peu inférieur à 250 kilobits par seconde. À vous de calculer 1 sur 250, 1 sur excusez-moi, 5 microsecondes. Et vous auriez une vitesse qui est de l'ordre de 200 kilobits par seconde. Que devient le signal CAN si, donc le signal logique CAN, si un parasite intervient sur les deux signaux qui sont CAN height et CAN low? On l'a expliqué ici, hein, le parasite intervient, différence des deux, comme on fait CAN height moins CAN low, disparition totale du parasite. La constitution d'une trame, pour le cas standard, c'est-à-dire qu'on s'est placé dans le cas où on avait 11 bits d'identifiant, hein, on est en 2.0a, donc le cas le plus standard d'utilisation. On décompose un peu la trame pour expliquer ce qui se passe sur une trame, qu'est-ce qui est contenu dans une trame. Donc on a dit au départ, un bit de durée, donc de la vitesse, 1 sur la vitesse de transmission, qui permet d'obtenir la durée du bit SOF, début de transmission, start of frame, qui débute pas forcément à 0, donc mise à 0, c'est-à-dire qu'au repos, si on regarde le signal, il est à 1, au repos, le signal, rien ne se passe. Passage à 0, début de la transmission. Ensuite, on va faire passer les 11 bits d'identifiant, et c'est là qu'apparaît, quand on est plusieurs à dialoguer en même temps, l'attribution du bus à la personne correspondante. Un bit de RTR, un seul bit à la suite de ces 11 bits de RTR, qui permet de dire si c'est une trame de données, il y a un 1, si c'est une trame de message, c'est un 0, donc ce bit-là permet de faire ça. Un bit IDE qui établit qu'on est en mode 11 ou 29 bits, ce qu'on avait dit avant. Un bit R0 qui est réservé, qui n'est pas encore utilisé, qui avait été mis en place pour une utilisation certainement de transmission, vous allez voir, de données un peu plus importantes, puisque les 4 bits qui suivent, qui sont les DLC, donnent le nombre d'octets transmis dans les données, donc c'est derrière les octets qui vont passer juste ici. Donc sur ces 4 bits on code. Si on rajoute un bit, on pourra aller beaucoup plus loin. Les données qui sont transmises entre 0 et 8 octets, soit rien, soit 8 octets, jusqu'à 8 octets, c'est-à-dire jusqu'à 8 octets, ça va dépendre des informations qu'on a à transmettre sur le bus. Ensuite, 16 bits de CRC, on vous dit qu'il y en a 15, les 15 premiers sont recalculés, donc un code d'erreur, les CRC qui est ici, permet de faire un calcul avec un calcul mathématique qui permet de savoir s'il y a eu des erreurs de transmission dans ce qui s'est passé avant. Donc les 15 premiers bits servent à ça, plus un bit délimitateur à 1 pour délimiter ce qui va se passer juste après. Donc il y a 15 bits et 1 qui repasse à l'état 1, le dernier est forcément à l'état 1 pour pouvoir juste après, pouvoir faire quelque chose d'important qu'on va parler juste après. Donc on a dit qu'il y avait donc ces 16 bits de CRC, du calcul. Une partie qui s'appelle la zone d'acquittement, composée de 2 bits, qui est ici, donc qui permet d'acquitter, donc de dire j'ai bien reçu. Donc l'émetteur envoie ces 2 bits à l'état récessif, donc ils sont forcément 2 bits l'émetteur, celui qui a pris la main sur le... il envoie 2 1 ici. Par contre, si le récepteur a bien reçu le message et a identifié que c'était pour lui, il va mettre le premier bit à 0, donc en dominant, pour dire à l'émetteur j'ai bien reçu ton message. Si l'émetteur ne reçoit pas ça, il va reprendre la main sur le bus et réenvoyer la trame jusqu'à temps que le récepteur prenne la main en lui disant j'acquitte réception de ton message, j'ai bien eu conscience que tu m'avais dit de faire ceci, ou tu m'as demandé cette information. Et puis, la fin de la partie qui est là, la fin de la trame, il y a 7 bits qui sont mis à l'état récessif, donc forcément des 1, avant de pouvoir
remettre en ligne une nouvelle communication et l'envoi de nouvelles données ou de nouveaux messages. Alors, jusque-là, tout se passait bien, on a expliqué ce qui se passait. Par contre, apparaît quelque chose de un peu plus dur à comprendre et qu'il va falloir essayer de comprendre. Dans cette trame peut apparaître des bits qui ne sont pas des bits de données, mais qui sont des bits qui vont permettre des histoires de synchronisation d'envoi, des synchronisations pour ne pas perdre d'informations sur le bus, qui sont ce qu'on appelle un bit de stuffing. C'est-à-dire que la personne qui prend la main, l'émetteur qui prend la main, va vérifier qu'il n'existe jamais à la suite l'émission de 5 bits de même état dans sa trame. S'il existait à la suite 5 bits de même état, qui sont par exemple 5 0 ou 5 1 à la suite dans les données, dans l'identificateur, ou une suite suivie de bits passant d'une zone à l'autre, qui est 5 bits qui soient au même état, il va intégrer un bit qui ne sert à rien, qui s'appelle un bit de stuffing, qui est le complément des 5 bits qui se trouvaient avant. C'est-à-dire, si on envoie 5 0, eh ben, il va mettre, s'il y avait 5 0 réels à transmettre de suite, il mettra forcément un 1 qui ne sert à rien, et qui, lors de la réception, le récepteur, lui, va aussi vérifier. S'il reçoit 5 bits de suite, eh ben, il sait que derrière, il y a un bit qui ne sert à rien, il peut l'éliminer, ce bit dit de stuffing. Alors tout ça, c'est pour les synchronisations, plein de problèmes d'émission des données. Alors, exemple, je vous montre. Imaginons, j'ai une chaîne de bits à émettre, voilà, qui se trouve ici. Je remarque que dans la chaîne de bits, ça c'est ce que j'ai à émettre, et ben je vois qu'à la suite apparaissent ici 5 1 de suite. Ce que va faire le dispositif CAN, il va mettre à la suite de ces 5 1, un 0 qui est ici, vous êtes bien d'accord, à cet endroit-là, donc qui est un bit de stuffing, qui ne sert à rien du tout, qui sera éliminé à la réception. Quand il fait ça, bah, par hasard, on tombe sur le fait qu'il y a 5 0 qui sont mis de suite, parce que ce bit de stuffing vient rajouter aux 4 précédents avant, et ben, un 0. Donc, on va rajouter un bit de stuffing encore derrière, qui est un 1, et qui ne servira à rien. Donc, la trame émise, ce qu'on voulait émettre est là, ce qui sera réellement émis est là, donc 2 bits de stuffing se sont intercalés, et à la réception, il y aura donc ce qu'on appelle un destuffing, et ben, on va enlever le 0 là qui ne sert à rien, et le 1 qui était là, qui ne sert à rien. Et donc le message à transmettre est bien redevenu normal. Ce sont simplement des bits qui vont permettre d'éviter les désynchronisations entre l'émetteur et le récepteur, puisqu'il n'y a pas d'horloge de transmise au niveau du signal. Donc voilà, très important cette histoire de stuffing. Donc j'espère que je vous ai apporté toutes les informations nécessaires. Je vais vous distribuer un TD à faire par rapport à ça. Je vous remercie de votre écoute.